Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de business au sens large. Je vais te donner plusieurs conseils, en tout cas c'est des suggestions, donc des conseils que je peux te donner puisque je les ai remarqués, même plus que remarqués, via mes aventures dans le monde des startups, de l'entrepreneuriat des startups. Donc, je vais te donner, on va décrire comme ça les 4 points à part 1. Je vais développer à chaque fois, je vais te donner un exemple personnel et un exemple connu pour étayer chaque point. Donc, avant de commencer, évidemment, ça sera bien évidemment utile pour les entrepreneurs porteurs de projets, mais aussi pour les investisseurs. Alors pourquoi ? Parce que ce sont tout simplement des critères de réussite pour un projet. Donc bien sûr qu'il faut, pour un investisseur, connaître également ces notions, ces 4 notions, ces 4 conseils, pour ensuite les vérifier avant d'investir. Donc évidemment, là on parle de private equity, de business angel, de levée de fonds, de crowdfunding, bref, ça sera aussi très utile pour quelqu'un qui n'a peut-être pas du tout envie de lancer un projet, de lancer un business, de lancer une startup, bref, même un business en ligne, on va en reparler. Mais par contre, ça peut être très utile également en termes de critères d'investissement. Deuxième point, avant de commencer, ça sera également utile dans tous les business en fait, le business en général, et dans le monde du business en ligne également. Parce que ce sont 4 notions qui sont pour moi assez bien ancrées en fait dans le monde des startups. Voilà, les gens sont plutôt au courant de ce que je vais dire, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, de révolutionnaire, mais bizarrement en dehors du monde des startups, et notamment dans le monde du business en ligne, donc le e-commerce, la prestation de services digitaux, le consulting, le coaching, le blogging, enfin voilà, tout ça, ça ne l'est pas. Et même je dirais que les web entrepreneurs font l'inverse de ce qu'il faudrait faire, tout simplement. Donc ça sera utile pour beaucoup de monde. Moi rapidement, pour revenir sur mon cas personnel, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas je le raconte pas non plus à chaque fois, j'ai lancé 2 startups. Ça a été même le tout début de mon aventure entrepreneuriale quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai l'impression que j'ai 60 piges quand je dis ça, enfin bref, il y a plusieurs années. Et j'ai monté une startup en France et une startup aux États-Unis. Donc la première que j'ai montée était donc en France quand j'étais encore étudiant. Je l'ai montée en parallèle de mes études. Donc je travaillais en gros sur ce projet avec des camarades au lieu de travailler mes cours. Bref, à l'époque on avait vraiment bien travaillé, c'était sur un produit innovant. Et on avait eu l'incubateur du Val d'Oise notamment qui nous avait poussé. On avait commencé à faire des concours nationaux, des concours même internationaux. On avait été à l'étranger pour aller faire des concours pour pitcher en anglais. Enfin bref, c'était vraiment passionnant. Ça, c'était ma première startup. Et après, j'ai déménagé aux États-Unis. J'ai vécu 2 ans à New York. Et là, j'ai remonté une autre startup complètement différente. Alors toujours dans un domaine innovant, qui est complètement différent, mais parce que j'avais une belle opportunité, il y avait eu des choses qui avaient déjà mises en place, et du coup j'avais eu une autre expérience, on va dire pro, dans le domaine des startups, un peu différent parce que c'était à l'américaine, mais bref, aussi ultra importante, en tout cas dans ma vie d'entrepreneur, puisque j'ai appris énormément de choses. Donc la première startup que j'avais montée a mis 4 ans et demi avant d'avoir la première commercialisation. Donc, c'est un peu long, c'est le principe des startups, c'est qu'on travaille un peu dans le vent au début, ça a besoin de beaucoup de ressources, et derrière peut-être qu'il y a des choses à faire. La deuxième a été plus rapide parce qu'il y avait déjà des choses en place, en termes de personnes qui pouvaient travailler, en termes de connaissances, mais on est parti de zéro aussi, et on a fait en sorte que ça aille rapidement. Bref, c'était pour revenir sur mes aventures, moi, dans le monde des startups, et ensuite seulement j'avais commencé à me lancer dans le business en ligne. J'ai fait beaucoup de e-commerce, c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le biz purement 100% digital, on va dire, dans le dropshipping. J'avais commencé par ça en fait, tout simplement. J'en ai fait beaucoup, j'ai revendu beaucoup de mes marques, de mes boutiques, et aujourd'hui j'ai complètement délégué. Donc j'en fais toujours, mais indirectement, parce que j'ai délégué à 100%. J'ai fait aussi de la presta, ça tu dois le savoir si tu me suis.
Là, j'en fais toujours par contre, mais seulement pour des très gros contrats, pour des grosses entreprises. Et après, voilà, consulting, coaching, blogging, là, c'est plus ma passion pour l'investissement, pour des domaines innovants, pour les cryptos, pour l'IMO, pour le business, qui a fait que je me suis aussi lancé là-dedans. Bref, on va pouvoir passer donc aux 4 conseils, aux 4 notions indispensables à la réussite de n'importe quel projet. Et le premier, c'est pour le coup peut-être le plus connu, c'est d'abord de vendre sell first, qui est l'adage aussi de la lean startup, c'est-à-dire de très rapidement tester le produit à l'utilisateur pour avoir un retour, pour avoir un feedback, et également, deuxième objectif de d'abord vendre, de faire rentrer de la trésorerie, de faire rentrer du cash flow. Et c'est là aussi que je vois qu'il y a une énorme erreur, notamment dans le business en ligne, c'est que 99,99% des gens, quand ils lancent un business en ligne, quel que soit le business model d'ailleurs, ils font d'abord du marketing, ils font du web marketing. Ils pensent que c'est la solution absolue pour commencer à lancer un business. C'est-à-dire qu'ils font des belles photos sur Instagram, ils écrivent des beaux articles sur un blog. Enfin bref, ils y mettent la forme, sauf que tu reviens un an après, ils ont fait 0 €. Le marketing, ça vient après. Ça vient après. Même tu peux déléguer le marketing. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est de vendre au début pour ces 2 raisons. C'est-à-dire qu'on teste le produit et surtout on fait rentrer de la trésorerie, on fait rentrer du cash. Pourquoi c'est important de faire rentrer du cash rapidement? C'est parce que ensuite, c'est le nerf de la guerre en fait. C'est-à-dire qu'ensuite tu peux payer d'autres personnes, tu peux déléguer, tu peux sous-traiter, tu peux faire ensuite le marketing par quelqu'un d'autre. C'est ultra important, quel que soit le business model. Donc, c'est ultra important, mais vraiment, la vente, la croissance passe par la vente. La croissance ne passe pas du tout par le web marketing, enfin par le marketing en général. Et même, je dis souvent que le duo marketing-vente, je le compare souvent à une relation amoureuse, c'est-à-dire que le marketing, c'est le flirt. Mais on ne veut pas flirter toute sa vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on veut closer. Voilà, tu m'as compris, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, le close, en fait, c'est la vente. C'est ce que tout le monde veut. C'est-à-dire que le marketing, pour le marketing, on s'en fout. Le flirt pour le flirt, c'est sympa de 5 minutes, mais on ne veut pas faire ça tout le temps. Et donc, c'est pareil. Apple, ils ont lancé l'iPhone 1 qui était merdique, et on en est à l'iPhone 10. Enfin, mais par contre, ils n'auraient pas pu faire l'iPhone 10 s'ils n'avaient pas passé par l'iPhone 1. C'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer du cash et ils ont testé le produit sur le marché. Ils ont lancé le truc, ils ont optimisé par la suite, ils ont pivoté la stratégie, mais ils ont répondu aux 2 choses, trésor et tester le produit. Et c'est pareil ensuite, c'est-à-dire que je sais pas, si tu es coach, tu veux lancer un infoproduit, tu veux lancer un produit physique, tu le lances, tu fais rentrer, tu essayes d'avoir plein de commandes, tu fais rentrer le cash et après tu délivres. Voilà, tu achètes ta baguette de pain avant de la manger, tu reviens pas 3 jours après la payer. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc premier conseil, sell first, la croissance passe par la vente et pas par le marketing. Deuxième point, c'est peut-être mon préféré, ça doit être mon côté matheux et ingénieur. C'est ce que les Américains appellent master the numbers. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser les chiffres à la perfection, les chiffres dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a des projets cool qui échouent juste parce que les personnes ne se sont pas posées 5 minutes pour établir les chiffres. Et à l'inverse, il y a des arnaques qui se montent et qui fonctionnent justement très bien, car tous les chiffres semblent maîtrisés et semblent cohérents. Donc il vaut mieux même un projet moyen avec des chiffres maîtrisés que l'inverse. Même à titre personnel, j'ai pitché plusieurs fois devant des jurys, des investisseurs, et je peux te dire que j'en ai vu des gens qui se sont fait démonter en 40 secondes parce qu'ils ne maîtrisaient pas les chiffres, tout simplement. Ça fait très amateur, mais c'est le premier truc que les experts, quels que soient des investisseurs ou des businessmen, vont essayer de creuser. Parce que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Les chiffres, ça ment pas. Ça veut tout dire. Et c'est valable aussi pour un business en ligne, qu'on se le dise. C'est-à-dire que le nombre de personnes aussi que je rencontre, qui me disent j'ai tel objectif et je propose telle offre, et en 20 secondes, même pas, je leur démontre par A plus B qu'ils vont jamais atteindre leur objectif avec ce qu'ils proposent.
c'est mathématique. C'est-à-dire que pour eux, même la plupart du temps, pour eux, ils tombent de haut. Parce qu'en fait, ils s'étaient jamais posés à se dire, ok, j'ai telle offre, donc en gros, il faudrait que j'ai tant de prospects, mais j'ai tant de conversions, j'ai tant de taux de conversion, donc il faudrait que je fasse tant de calls téléphoniques, il faudrait que j'ai tant de personnes devant moi, et ainsi de suite. Et en fait, ils ne se sont jamais rendus compte même de l'incohérence de leur business model. Ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est mathématique, c'est master de numbers. Et un autre exemple, c'est-à-dire que les personnes qui ont des charges, ça arrive très souvent, mais on va dire par exemple, on doit organiser un événement, quel qu'il soit, c'est n'importe quel événement, un atelier, une conférence, une immersion, ça arrive très souvent, quel que soit le business model. Et ils vendent ça à un certain prix, et à la fin, il reste des cacahuètes. C'est-à-dire que les personnes ne se sont même pas posées, ils n'ont pas anticipé les charges, le transport, la nourriture, l'hébergement, et après il ne reste plus rien. Enfin, moi, ça me semble tellement logique. En fait, j'ai basé la réussite de tous mes projets, voilà, que ce soit perso, IMO, marché financier et pro, start-up, business en ligne, sur la maîtrise absolue de tous les chiffres. Ce qui rentre, ce qui sort, les charges, les bénéfices, le réinvestissement pour scaler, la délégation, combien ça coûte, la sous-traitance, combien ça coûte, bim bam, c'est master de numbers. Et si tu maîtrises pas les chiffres, et si en plus tu montres que c'est brouillon, que c'est flou pour toi, que tu n'as pas une grande clarté des chiffres, ça va se voir. Même les gens qui arrivent pas, qui me disent un prix, et je leur dis mais c'est en hors taxe ou en TTC, et ben ils bug. Déjà ils savent pas, et même ceux qui savent n'arrivent pas à me dire le prix que ça serait en hors taxe ou en TTC. Pourtant c'est la base de la base, ça donne du tac au tac, c'est master de number, vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez donner les chiffres quelle que soit la question. Et là, à ce moment-là, on ne se fait pas démonter en 40 secondes si on propose ça à un jury ou si à des investisseurs ou même à la banque. Master de numbers, c'est ultra important. Troisième conseil, la collaboration. Parce qu'à un moment donné, tu vas devoir t'associer. Tu vas devoir collaborer avec une ou plusieurs personnes, parce que c'est très 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 rare de rester solo entrepreneur, qu'on le veuille ou non, c'est très très rare les personnes qui sont dans le format purement digital nomade où je suis tout seul, enfin même les digital nomades ont des prestataires, etc. Dans tous les cas, il y a même une collaboration. Et au bout, si on veut commencer à grossir, si on veut vraiment impacter de par ce qu'on a créé, de par ce qu'on a entrepris, on va passer par la collaboration. Donc mon conseil sur la collaboration, là encore, j'ai vu que la plupart des gens le faisaient mal, c'est quand on cherche à s'associer, on ne cherche pas un profil qui nous ressemble. Peut-être on n'a rien à faire de s'associer avec quelqu'un qui pourrait faire comme nous, enfin, qui a les mêmes compétences que nous et qui a les mêmes points faibles que nous. Ça n'a aucune logique. Et pourtant, beaucoup de personnes le font. Sûrement parce que c'est plus facile d'aller chercher quelqu'un qui nous ressemble, parce que on trouve, je sais pas, il y en a des amis ou des personnes avec qui on travaille, on s'entend bien, on veut s'associer avec eux, parce que souvent, on s'associe avec eux parce qu'ils nous ressemblent et ainsi de suite. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, c'est comme en immobilier. Comme en IMO, c'est-à-dire qu'à un moment, en immobilier, s'il y a des investisseurs immobiliers ici, pour scaler en immobilier, au bout d'un moment, on n'a plus le choix parce qu'on se fait bloquer par les banques. Enfin bref, en IMO, si on veut aller faire plus, on passer à un nouveau niveau, à faire des projets plus gros, il faut s'associer. Mais on ne va pas s'associer en IMO avec quelqu'un qui a le même profil que nous. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ce que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que si toi, tu as les compétences, mais tu n'as plus l'argent, tu vas aller chercher quelqu'un qui a de l'argent, mais qui n'a peut-être pas forcément les compétences. Donc elle aura un intérêt à s'associer avec toi parce que toi, tu as les compétences et elle a l'argent. Et du coup, à vous deux, c'est pas 1 plus 1 égale 2. On tombe dans du Jean-Claude Van Damme. C'est 1 plus 1 égale l'infini ou j'en sais rien. Bref, c'est si quelqu'un a de l'argent et aussi peut-être n'a pas le temps, et toi, tu n'as pas l'argent et tu as le temps. Et ben le temps, ça a de la valeur, c'est une énergie également. Donc toi, tu vas passer le temps pour que le projet aboutisse et la personne sera évidemment très très contente et elle va combler par autre chose. Donc en général, c'est l'argent, le temps, la compétence, c'est les 3 grosses choses. Mais voilà, la collaboration est pareil dans un business, pareil dans une start-up, tu vas chercher ce que les autres n'ont pas. C'est comme ça qu'on construit des teams de champions, c'est parce qu'on a des teams qui sont ultra complémentaires. C'est-à-dire que même moi, là c'est ultra perso, mais
je travaille avec ma chérie, mais ouais, c'est un peu aussi de la chance. Mais elle, ses ultra compétences, c'est aussi mes défauts. C'est-à-dire que je veux surtout pas faire ce qu'elle fait, je veux surtout pas le faire, je suis très mauvais. Donc là, pour le coup, on se complète ultra bien. Et elle prend du plaisir à le faire. Donc, c'est un couple qui marche bien au sein d'une entreprise parce qu'on se complète. Si elle voulait faire ce que je faisais et qu'elle le faisait bien, que pareil, elle voulait pas faire les mêmes choses que moi je veux pas faire, ça aurait pas marché au bout d'un moment. Donc, c'est un peu comme le yin et le yang. Ça marche pas si tu as 2 yin ou 2 yang. Et même ultimement, ça marchera toujours pas si tu as toujours 36 yin ou 36 yang. Ça marchera pas. Donc, la collaboration, tu cherches à compléter et non pas à chercher le même profil. Donc ça, c'était le 3e conseil. 4e conseil, là qui est un peu plus subtil, on va dire, mais pourtant qui est aussi, pour moi, indispensable, c'est de commencer par faire du haut de gamme, puis descendre en gamme. Et non pas l'inverse, comme font la plupart des gens. C'est pas on commence par du bas de gamme et on monte en gamme. Un exemple, là, Elon Musk, avec Tesla, qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk avec Tesla? C'est que d'abord, il a vendu des voitures à 6 chiffres, ultra haut de gamme, à une partie infime de la population qui avait beaucoup de moyens et qui était capable de se payer des voitures à 6 chiffres. Des voitures un peu particulières en plus. Et voilà, il a vendu du ultra haut de gamme pour pouvoir scaler. Et ensuite, il a proposé des modèles un peu plus abordables à un autre type de la population. Et ainsi de suite. Et ensuite, il a encore descendu avec un nouveau modèle, un peu moins cher, pour un autre type de la population. S'il avait fait ça dans l'autre sens, il aurait échoué. Ça, c'est sûr. Tu peux pas lancer un truc comme ça aussi rapidement et frapper aussi fort s'il avait commencé par du bas de gamme. Donc, encore plus quand on débute et qu'on n'a pas d'argent. Parce que Elon Musk, il avait de l'argent, c'est aussi comme ça qu'il a été très vite, mais il aurait pu se permettre de faire une erreur. Mais encore plus quand on débute et qu'on n'a pas d'argent, on commence par un business model où on va faire d'abord du haut de gamme. C'est-à-dire on propose quelque chose de ultra rentable, on va dire avec 80% de bénéfices, et qui est très facile à livrer, en termes de temps et d'énergie, avant de vouloir avoir peut-être un plus gros projet, qui nous excite peut-être plus, mais qui serait plus risqué, avec moins de rentabilité, qui demande plus de fonds. Même si à terme c'est ce que tu veux faire et que c'est ton big project, il faut être stratégique. C'est-à-dire que peut-être que ce projet-là qui demande plus de temps, plus de risques, ainsi de suite, te fera gagner à terme plus d'argent. Et en fait, c'est la boucle est bouclée. On revient au premier conseil que je te disais, c'est qu'on a besoin de trésor, on a besoin de cash flow. Et donc, ça va passer par faire d'abord du haut de gamme, qui va donc avoir plus de rentabilité, moins de clients aussi. On a besoin d'aller chercher moins de clients, vu qu'on va vendre plus cher. Et c'est facile à livrer, parce qu'on fasse une voiture à 6 chiffres ou une voiture à 5 chiffres, c'est le même travail. Il y a toujours une voiture, enfin, c'est quasiment le même travail, mais ce sera beaucoup plus rentable. Donc, commencez par faire du haut de gamme, puis on descend en gamme. C'est valable pour tout, encore une fois. Donc voilà, j'ai abordé les 4 notions tirées de mes aventures startup, dans le monde des startups. J'espère que ça t'a plu. Donc on va résumer d'abord la vente. La croissance passe par la vente, pas par le marketing. En 2, master the numbers. Ça, c'était mon point préféré. Maîtriser tous les chiffres, quels qu'ils soient. Sinon, on va pas pouvoir avancer, on va pas pouvoir développer. 3e point, l'association, la collaboration qui passe par chercher des choses chez les gens qu'on n'a pas. Très important. Et dernier point, faire du haut de gamme, puis descendre en gamme. Aller chercher du moyen de gamme, puis du bas de gamme, si je puis dire. Voilà, n'hésite pas si tu as la moindre question, le moindre commentaire. Dans tous les cas, je serai ravi de répondre à tes questions, de t'accompagner dans tes projets, quels qu'ils soient business en ligne, qu'ils soient start-up, j'en passe, et des meilleurs. Ou même si tu es juste un investisseur qui veut investir sur des projets, des entreprises qui ont du sens, n'hésite pas à commenter, liker, voire partager. C'est comme ça que le podcast peut survivre et avancer. Dans tous les cas, je suis très content du retour que j'ai systématiquement. Là, c'était pas prévu, je le dis comme ça parce que ça vient du fond du cœur. On se dit à très vite. Si tu veux me rencontrer très bientôt, là, il y a l'événement à Paris, mais il est quasiment complet. Je crois qu'il reste une dizaine de places. Je te mets toujours ça dans les commentaires. Et on se dit à très vite dans une prochaine émission. Ciao!